Rami, bonjour. Est-ce que tu peux nous dire, qui tu es, ce que tu fais et pourquoi tu es là aujourd'hui? Écoute, salut. Moi, je m'appelle Audrey Bramley. Je suis interne en anesthésie-réanimation à Paris. Je suis médecin et puis à côté, dans la vie, je participe activement à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et le harcèlement moral à l'hôpital par des supérieurs hiérarchiques. Les violences sexuelles et sexistes par les supérieurs hiérarchiques à l'hôpital. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment est-ce que tu fais ça? Comment est-ce que déjà tu t'es lancée là-dedans? Je me suis lancée là-dedans parce que j'en avais marre de voir des choses depuis que j'étais toute jeune étudiante, d'entendre des choses et de subir aussi moi-même des choses puisque j'ai été victime moi-même de harcèlement et d'agression sexuelle quand j'étais plus jeune. Et en fait, j'en ai eu marre et je me suis dit que je pouvais peut-être aider à changer les choses. Et donc, j'ai commencé petit à petit dans mon coin à recueillir des témoignages ici et là. Notamment après que j'ai compris que finalement un médecin qui avait essayé, pour faire simple, de me serrer dans sa chambre de garde avait finalement agressé une autre femme devant moi, en fait, devant témoins, 2 ans plus tard, par hasard, lorsqu'on était à une soirée du personnel ensemble. Waouh, ok. Donc, quand toi ça t'est arrivé, tu avais quel âge? T'étais en quelle année? De mémoire, j'étais en fin de 4e année, donc je devais avoir 23 ans, dans ces eaux-là. Donc t'as déjà fait 4 années de médecine, t'as réussi déjà le concours de première année, et tu te fais agresser par un supérieur. Et là, il se passe quoi? Tu te dis quoi? Tu penses quoi? Ah, je sais pas, je pense que j'étais jeune à l'époque, je comprenais pas. Déjà de base, la supériorité hiérarchique à l'hôpital, c'est très particulier. C'est vrai qu'on se sent toujours très très vite coincé. C'est un milieu très fermé et on est vraiment comme dans une bulle, donc on se rend vraiment pas compte de ce qui se passe à ce moment-là et du pouvoir de la hiérarchie. Sur le moment, je savais déjà que c'était pas normal, je voulais déjà que ça s'arrête. La première fois, je me suis dit, bon, je vois, est-ce que c'est moi qui me fais des films ou est-ce que voilà. Et puis, lorsqu'il m'a vraiment claqué la cuisse en remontant bien confortablement proche de mon cubi, je me suis dit, ah, cette fois-ci, ça passera pas. Et puis voilà, alors bon, ça s'est quand même poursuivi pendant 3 mois, si tu veux. Grosso modo, à la fin, même pendant ces 3 mois, je disais non, 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 non. Et puis en fait, ça devenait épuisant. Et puis, j'ai continué à dire non jusqu'à la fin, quoi. Waouh, franchement, où est-ce que t'as trouvé justement, je sais pas, moi, cette force, ce courage? Parce que, pour répéter, le gars est ton supérieur hiérarchique. Tu es jeune étudiante et il te harcèle en fait pendant 3 mois. C'est ça qui se passe. C'est du harcèlement. Ouais, du harcèlement tous les jours, tout le temps. Le premier jour, je pense qu'il m'a demandé si j'étais célibataire, limite avant de me demander mon prénom. Il m'ajoute sur Facebook le premier jour. Puis en fait, il m'ajoute sur Facebook, mais tu peux pas dire non. Tu vois, c'est ton supérieur qui te dit, ah, je t'ajoute sur Facebook. Et puis tu te dis, bon, c'est pas si grave, en fait. Sauf qu'en fait, les faits un à un, et de me demander si je suis célibataire, c'est pas si grave. Sauf que un à un, quand ça s'aligne, quand c'est sur de la durée, quand c'est dans le temps, quand tu finis par donner ton opposition formelle et que ça continue, c'est ça le problème. C'est que, à la limite, ça serait de la drague, c'est ok, mais la drague, c'est un échange. Quand je t'ai dit non 1000 fois, c'est plus de la drague, c'est du véritable harcèlement et il faut que ça s'arrête. Ok, donc tu dis que toi, ça arrivé, en fait, c'est des faits continuels, quoi. C'est pas juste, il s'est jeté sur toi physiquement une fois. Ça a commencé par, comme tu dis, du coup, c'est quoi? C'est Facebook? Ça a commencé par Facebook? Ça a commencé par le fait de te toucher, ça? Ça a commencé par Facebook, ça a commencé par me claquer la cuisse, comme je te disais. Vraiment, je le sentais tellement proche de moi que c'était hyper inconfortable. Ça pouvait me tenir fermement les poignets pour aller petit déjeuner avec lui alors que je voulais pas, et avec le reste de l'équipe alors que je voulais pas parce qu'il voulait absolument me payer le petit déjeuner. Et moi, je voulais absolument ne pas être redevable. Alors que ça se fait, que les supérieurs nous payent le petit déj, c'est quelque chose qui est assez fréquent. D'ailleurs, je le fais aussi maintenant avec mes étudiants en médecine. Mais c'était clairement pas possible que je le fasse, en tout cas que je le laisse faire. Et voilà, et puis ensuite c'était des caresses dans le dos, c'était au bloc opératoire, à me tenir la main alors qu'il n'avait pas besoin pendant 2, 3, 5 minutes. Enfin, c'était insupportable, c'était de la répétition, t'avais beau dire non, t'étais pas entendu, puis finalement les autres commençaient à le voir et personne ne faisait rien. C'était fatigant, quoi. J'ai tenu, mais c'est fatigant. Ouais, t'as tenu. Tu parles de bloc opératoire parce que tu nous as pas dit ta spécialité. C'est que tu es anesthésiste, réanimatrice, comme on dit. Je suis anesthésiste réanimatrice, mais quand j'étais étudiante, c'est en chirurgie orthopédique. On sait bien, dans le milieu, c'est que la chirurgie, c'est hautement pourvoyeur de harcèlement sexuel et moral. J'ai pas été épargnée, quoi. Et du coup, est-ce que c'est à cause de ça aussi que tu as changé de spécialité ou Je pense que clairement, ça a un impact. Je pense qu'il y a des carrières de femmes qui s'éteignent parce que ça a un impact sur la spécialité. C'est-à-dire que je pense qu'il y a vraiment une stratégie d'évitement par certaines femmes qui ne veulent pas avoir à subir ça. Médecine, c'est déjà hyper difficile. C'est du non-stop. C'est psychologiquement difficile. Il y a la maladie. On voit des morts, c'est des mortes. C'est très compliqué. Alors si en plus on doit subir notre formation par le biais de harcèlement moral ou sexuel, effectivement, on a envie d'éviter ça. Alors je pense que les femmes qui le font vraiment, c'est parce que vraiment elles sont passionnées par ça. Moi de base, j'avais pas une passion énorme par la chirurgie, mais clairement ça a été un point final à tout.
Le problème, c'est qu'en anesthésie-réanimation, il y a énormément d'harcèlement moral et sexuel aussi. Donc, bon, finalement, ça a quand même continué dans mon cursus, quoi. Ce que tu nous dis là, c'est que finalement, en médecine, il y a aucune spécialité qui est épargnée par le harcèlement moral et sexuel? Si. Personne n'est épargné, on va dire. Mais disons que les services de chirurgie, d'anesthésie et de réanimation sont statistiquement plus associés au harcèlement sexuel, en tout cas. Et alors, quelles sont les spécialités safe que l'on sache? Bon, je pense qu'il y a toujours des exceptions, mais je pense que les spécialités où il y a le plus de femmes, malheureusement, je pense que c'est celle où c'est le plus safe. Alors, je condamne pas les 100% des hommes, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est un fait, malheureusement. Comme par hasard, l'anesthésie, la réanimation et puis la chirurgie, ce sont des spécialités où il y a plus d'hommes que de femmes, alors que dans toutes les autres spécialités, il y a plus de femmes que d'hommes. Et d'ailleurs, en médecine, il y a plus de femmes médecins que d'hommes médecins. De base, si on prend la population médicale en général. Donc finalement, on se rend compte que c'est un facteur associé. J'ai pas fait d'études précises statistiques là-dessus, mais en tout cas de loin, c'est ce qu'on voit. C'est un réel souci. D'accord. Moi là, ce à quoi je pense, c'est dans les hôpitaux aujourd'hui en France, il y a des petites affichettes un peu partout qui nous demandent d'être poli, d'être courtois, d'être respectueux des professionnels de santé, ce qui me paraît absolument normal. Et puis, on a aussi cette chose de il faut pas trop aller aux urgences, il faut pas surcharger les urgences. En gros, en vrai, où les maux humains de l'hôpital viendraient des patients. Et là, de ce que j'entends, j'ai envie de dire, en vrai, il y a quand même une violence interne et même structurelle, en fait, à l'hôpital. Ouais, tout à fait. Mais ma question pour toi, c'est dans la hiérarchie hospitalière, comment est-ce que ça s'est pris en considération? Comment c'est pris en charge quand on fait un signalement finalement? Honnêtement, je pense qu'il y a encore tout récemment, on faisait pas de signalement et on gardait ça pour nous. C'était un vrai souci et c'était vraiment compliqué. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, le problème était que on avait toujours peur de parler à la hiérarchie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas maintenant, fin 2024, on a toujours peur et d'ailleurs je le vois dans les témoignages que je reçois. On a peur parce qu'on a peur de perdre notre carrière, on a peur de ne pas se faire valider notre stage, on a peur de plein de choses. On a peur de passer pour une faible alors que les médecins sont censés être super forts et super fortes, qu'ils sont censés travailler 24 heures et ne pas faire d'erreurs médicales. Enfin voilà. Le problème, c'est que je pense que déjà, il y a une image du médecin qui est un peu invincible, qui soigne la maladie, etc., etc. Finalement, basculer vers un rôle de victime, c'est très compliqué parce que malheureusement, dans la société, encore aujourd'hui, victime égale faible, alors que c'est pas du tout le cas. En tout cas, moi, je me considère pas faible parce que j'ai été victime dans ma vie. Mais voilà, c'est un vrai souci et le problème de la hiérarchie, c'est que sur le plan universitaire. Et je pense qu'il faut surtout, quand on a un souci d'harcèlement à l'hôpital, il faut se tourner vers l'administratif, donc vers la direction des affaires médicales ou des choses comme ça. Parce que eux sont extérieurs, ne sont pas médecins et donc ça a pas d'impact sur nous ou sur notre carrière. Ouais, d'accord. Donc aujourd'hui, tu disais c'est surtout pendant qu'on fait ses stages en fait, donc son internat. Ouais, ou l'externat lorsqu'on est étudiant, plus jeune étudiant ou étudiante. Ouais. D'accord. Donc quand on fait ce stage, et ce stage, il a quelle importance dans le parcours estudiantin des médecins? Pour faire simple, quand on est étudiant ou étudiante, entre la 3e et la 6e année, on a 4 stages par an. Et ensuite, lorsqu'on est interne, on a 2 stages par an. Et en fait, soit on a 4 stages de 3 mois, soit 2 stages de 6 mois, en fonction de notre cursus. Et voilà, en gros, c'est important. C'est notre vie à l'hôpital. Quand on est interne, on travaille beaucoup plus que les 35 heures qui devraient être respectées en France. Déjà, la loi fait qu'il y a un encadrement spécial pour nos horaires à nous, c'est 48 heures. Et souvent, on va bien au-delà. D'accord. Donc, vous êtes là à l'hôpital, vous travaillez 48 heures d'affilée? Non, ça n'arrive plus maintenant. 48 heures, c'est 48 heures par semaine. C'est très rare de travailler en repos de garde, même si ça se fait encore, alors que ce n'est plus légal depuis un petit moment. Voilà, grosso modo, on travaille 24 heures d'affilée quand on est de garde. Vous travaillez 24 heures d'affilée et finalement, pour qu'on puisse comprendre vraiment ce que ça veut dire de se faire harceler pendant qu'on est en train de faire son stage, ça veut dire qu'une journée type, ça ressemble à quoi, par exemple, quand on fait son stage de 6 mois? Parce que ces stages, si je comprends bien, il faut les valider pour pouvoir valider son année. Oui, grosso modo, ouais, c'est ça. Une journée type, ça ressemble à quoi? On doit valider nos stages. En parallèle, on a des cours à la faculté aussi, parce qu'on reste quand même étudiant et étudiante. En gros, une journée type, je sais pas, une journée type de réanimation, en tout cas, c'est pas la même chose qu'une journée type en neurologie, par exemple, mais en réanimation, on commence les transmissions à 8 heures. Les personnes qui étaient de garde transmettent aux personnes qui sont de jour ce qui s'est passé pendant la nuit en réanimation, patient par patient, patiente par patiente. Au final, nous, ça va aboutir au fait que vers 9h, 9h30, on va commencer les prescriptions pour les malades. On va voir les malades, on va leur faire des imageries, des échographies, on va les passer au scanner s'il y a besoin. Tout ça, en fait, on fait ça en tant qu'interne, c'est supervisé par un ou une chef.
Souvent, il y a des visites, la visite du midi ou la visite de l'après-midi, où finalement, devant plusieurs chefs, on dit ce qu'on a fait, on rappelle ce qui s'est passé pour le patient ou la patiente, ce qui lui est arrivé pour en arriver là. Finalement, après, on donne les transmissions tranquillement en fin d'après-midi, début de soirée à la personne qui va être de garde ensuite et ainsi de suite. D'accord. Et pendant ce temps-là, quand on fait tout ça, qui sont des choses quand même importantes, parler des dossiers des patients, transmettre à l'équipe de jour quand on était de nuit ou de nuit quand on était de jour, ce qui s'est passé, donc la vie des gens, il y en a parmi vous, en fait, qui font ça en étant dans un état de stress personnel et en étant dans un état de vigilance par rapport à du harcèlement moral, sexuel et sexiste. Ouais, tout à fait. Il y en a qui font très attention. Quand on sait qu'il y a quelqu'un qui est pourvoyeur de harcèlement sexuel, on fait attention lorsqu'on est de garde avec lui, par exemple. Et voilà, c'est pas évident. C'est-à-dire que moi, j'ai des témoignages de femmes qui, un peu comme moi, avaient des mains baladeuses de chef. Et donc, en fait, est-ce qu'on peut faire une prescription correcte à 100% quand on ressent ça? Je ne sais pas. Une autre interne qui me dit avoir été abusée dans sa chambre de garde. Est-ce qu'elle peut ensuite retourner travailler en pleine nuit, voir ses patients et ses patientes? Je ne sais pas. En tout cas, toujours est-il que ça a été le cas. C'est-à-dire qu'en fait, ces femmes l'ont fait parce qu'elles n'avaient pas le choix, parce qu'il y avait une suite. Il fallait qu'il y ait la suite de prise en charge des patients et des patientes. Et comme on a encore ce rôle de c'est à nous de surveiller, super-héros, super-héroïne, ben voilà, on enchaîne. Et puis de toute façon, je pense qu'il y a un tel état de sidération que finalement, on n'a pas trop le choix, quoi. Et puis cette interne qui a été abusée, finalement, elle a fait la transmission avec son chef le lendemain, comme si de rien n'était. Et puis elle a pleuré en rentrant chez elle. Waouh. Parce que vraiment, je veux qu'on se rende compte. Cette étudiante en médecine, cette interne, elle se fait agresser sexuellement par son chef. Et le lendemain, elle doit faire ses transmissions. Et le gars est là, quoi. Le gars est là. Le gars est là et on se fait souvent agresser la nuit. C'est bien ça le problème, c'est qu'il y a moins de monde la nuit. C'est plus facile pour les coupables de venir nous agresser, que ce soit dans la chambre de garde, que ce soit dans un bureau. J'ai une autre étudiante qui m'a dit que son supérieur s'était déshabillé devant elle et puis avait baissé sa tête pour lui imposer une fellation. Enfin, on est sur des choses, voilà, là je te raconte le pire des cas, mais c'est des choses qui sont arrivées. Et en fait, on est dans un état où, pareil, elle, quelques heures plus tard, elle était au bloc opératoire en train d'assister un chirurgien. Donc, je pense que les gens ne se rendent pas compte, effectivement, de la violence que c'est de se faire agresser à son lieu de travail. Et qu'en plus, au-delà de ça, parce que ça arrive dans d'autres corps de métier, bien sûr, on le sait via les médias, au-delà de ça, le problème, c'est qu'il y a des patients et patientes à prendre en charge juste après. Et parfois, c'est une question de vie ou de mort. Donc, il faut se rendre compte que déjà, c'est grave de base, mais qu'ensuite, ça a un impact. Ça a un enjeu de santé publique, quelque part. Parce que s'il y avait pas d'agression ou d'harcèlement, je pense qu'il y aurait une meilleure aussi médecine de la part des internes qui vont finalement évoluer vers des stress, vers de l'anxiété, parfois vers un burn-out, parfois vers une dépression et parfois au pire. C'est quoi le pire qui soit arrivé? Le pire, comme on le sait, il y a des internes, j'ai pas eu de témoignage direct, mais on sait que chaque année, des internes se suicident et que dans les facteurs associés, il y a le harcèlement, notamment moral, mais il y a le harcèlement. Il y a le fait de travailler beaucoup, il y a forcément les facteurs personnels, puisque se suicider, c'est un ajout de beaucoup de choses, mais le harcèlement, oui, fait partie de tout ça. Ouais, le suicide est multifactoriel et un de ces facteurs est le harcèlement. Peut-être pas tous les étudiants, mais qu'on ne se leurre pas, ça fait partie d'un des arguments, en tout cas d'un des motifs pour certains internes. D'accord. Et une fois de plus, là, moi, je veux revenir sur les instances de l'hôpital, les instances directrices de l'hôpital. On a des étudiantes et des étudiants qui sont sous leur responsabilité. Il y a des médecins, puisque pour l'instant, on parle d'hommes, on est d'accord. Dans les témoignages que tu as recueillis, ce sont des hommes. Ouais, autant le harcèlement moral, il y a beaucoup d'hommes et un petit peu de femmes. Autant dans les agressions, harcèlement sexuel, pour l'instant, de tout ce que j'ai recueilli, c'est 100% de hommes présumés coupables, on va dire. 100% d'hommes. D'accord. Dans les instances décisionnelles des centres hospitaliers, parce que là on parle des centres hospitaliers universitaires du coup, puisque ça accueille des étudiants, des établissements publics. Qu'est-ce qui est mis en place concrètement? Comment est-ce qu'on fait remonter l'information? Parce que tu disais tout à l'heure, toi aussi tu avais été témoin de ça, et de la même personne qui toi t'avait agressé et harcelé. Du coup au bout d'un moment ça finit par se savoir. Donc comment est-ce que les instances en fait prennent ça en charge? Comment est-ce que les instances luttent contre ça? Mais c'est très difficile parce que personne n'ose parler. Déjà, je pense qu'il y a peu de communication sur le fait qu'on peut parler à l'hôpital, au plan administratif et pas au plan universitaire, ce qui est complètement différent. On peut parler aux affaires médicales, on peut parler aux ressources humaines, sauf qu'en tant qu'étudiant ou étudiante et en tant qu'interne, on ne le sait pas ou on ne le sait que très peu.
Les hôpitaux, normalement, ont tous leurs cellules de violence au travail, normalement, si je dis pas de bêtises. Le problème, c'est qu'il faut faire remonter les violences. Et pour faire remonter les violences, c'est compliqué, puisque la plupart du temps, personne ne va rien dire, par ce problème notamment de confraternité. Par ce problème de confraternité? Disons qu'en fait, la confraternité, ça vise à protéger les personnes qui agressent, le plus souvent, mais pas forcément les victimes. En tout cas, c'est ce dont on se rend compte, puisqu'il y avait même, à Rennes, il y avait un des médecins qui avait été dénoncé pour des faits de harcèlement. Et puis finalement, il y a un article qui est sorti comme quoi le Conseil de l'ordre avait convoqué les victimes pour un motif de non-confraternité. Alors, je pense pas qu'il y ait eu une sanction, mais je pense que rien que le fait de voir ça, de voir que des victimes peuvent être appelées pour non-confraternité parce qu'elles ont osé, alors que c'est rarissime d'oser, parler de supérieurs hiérarchiques, en fait, on se fait réprimander. Donc, faut pas s'étonner aujourd'hui encore qu'il y ait des soucis. Et sincèrement, moi-même, quand je fais mon recueil, quand je recueille mes témoignages, parfois je me dis qu'il peut m'arriver la même chose. Donc, des victimes à Rennes ont dénoncé des faits de harcèlement et ce sont elles qui ont été convoquées plutôt que leurs harceleurs. Et quand on les a convoquées, on leur a reproché de ne pas être dans la confraternité, c'est-à-dire de ne pas être dans le soutien, en fait, de leurs confrères, de leurs collègues médecins. Ce qui est sûr, c'est que je ne sais pas si les supérieurs ont été convoqués. Donc, je vais pas pouvoir parler là-dessus, je pense. Les sanctions, elles n'ont pas été publiées non plus de mémoire. Il y a eu un changement de chefferie, donc du chef de service. Je n'en sais pas plus. En tout cas, oui, si n'importe qui, aujourd'hui, qui tape sur Google non-confraternité Rennes hôpital, vous allez tomber tout de suite sur l'article qui est à, tomber par terre. Comment vous voulez qu'il y ait des victimes, médecins, internes, étudiantes en médecine qui parlent quand il se passe ça derrière? Honnêtement, comme je te dis, même moi, je flippe. Ça va être compliqué, quoi. Mais bon, les choses vont bouger. En fait, je pense que tout le monde va se rendre compte qu'il n'y a plus le choix que d'inverser un peu ces rôles de coupable-victime, puisque comme d'hab, alors, on est typiquement dans une inversion des rôles. C'est-à-dire qu'en fait, on convoque les victimes pour leur dire qu'ils sont coupables de non-confraternité. C'est incroyable. Mais je pense que celles et ceux qui font ça doivent se rendre compte que c'est eux qui ne sont pas confraternels. Parce que les victimes n'ont rien fait, elles se font harceler, voire agresser. Donc en plus, le fait de les punir parce qu'elles ont osé parler alors que c'est rare et que c'est une chance d'avoir des victimes qui osent venir parler, c'est inacceptable, quoi. Et donc toi, pour en revenir un peu au début de notre histoire, quand il est arrivé ce qui t'est arrivé, quand tu as vu une autre consoeur se faire harceler, tu t'es dit que tu allais commencer à recueillir en fait la parole des personnes qui étaient victimes de ces violences et de ce harcèlement. Ouais, je me suis dit que j'allais faire ça à l'écrit, histoire d'avoir une preuve entre guillemets et puis surtout de pouvoir relire les témoignages par la suite. Je l'ai pas fait de manière très active, mais je l'ai fait un petit peu au début. Et puis ensuite, ça s'est un peu précipité. En fait, de base, je voulais lancer ça une fois que j'avais fini mes études, parce que, pareil, pas envie d'avoir un problème de poste, de chef, ou un problème de validation de diplôme, au cas où je savais pas si ça pouvait m'arriver ou pas. Finalement, les choses sont un peu précipitées parce que ça a posé question, en fait, lors de ma thèse, quand j'ai écrit en inclusif. Les membres du jury étaient pas choqués ou quoi, juste ils étaient interrogatifs, ça les intéressait de savoir pourquoi. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait pas du tout en médecine. Je pense qu'il y a dû y avoir peut-être moins de 5 thèses, je pense, qui ont été écrites en inclusif, j'en sais rien. Mais c'est très très rare. J'ai dit que c'était pour sensibiliser et pour montrer aussi les femmes, quoi, parce qu'elles étaient souvent non montrées. J'ai dit, ensuite j'ai parlé de médecine, j'ai parlé de moi, j'ai parlé de quelques témoignages que j'avais recueillis et finalement les choses ont commencé à prendre de l'ampleur à ce moment-là. C'est-à-dire que toi-même, la thèse que tu as présentée, elle était sur ce harcèlement moral et sur ces violences sexuelles et sexistes. Non, moi c'était sur le don d'organes, donc en fait complètement autre chose. Mais je me suis rendu compte que les donneurs étaient surtout des donneuses. Il y a aussi des hommes, mais on va dire que la majorité c'est plutôt des femmes. Et donc je me suis dit que j'allais écrire en inclusif, histoire de les mettre en valeur. Et alors du coup, le fait de répertorier les violences sexuelles et sexistes et les faits de harcèlement, on peut reprendre un petit peu ça. Comment ça s'est fait? Donc tu dis, déjà en quelle année tu as commencé? Parce que tu disais tu voulais attendre à la fin de tes études pour être sûr que ça n'ait pas de répercussions sur toi. Et finalement... Finalement, alors j'avais commencé de mon côté, donc sans en parler à personne, donc j'ai commencé doucement en 2021. C'était pas actif, c'était juste qu'au moment où on me le disait, quand c'était dans des conversations, autour d'un verre ou quoi que ce soit, je demandais à la personne si elle voulait bien me raconter ce qui s'est passé, si elle voulait bien me l'écrire, et voilà, donc c'était vraiment pas actif. Et puis quand c'est devenu plus actif, et quand j'ai choisi
finalement de prendre les témoignages de manière active en envoyant des messages sur les groupes WhatsApp, de groupes d'internes notamment. Dans ces cas-là, effectivement, ça a été beaucoup plus organisé. J'ai commencé à faire des tableaux, etc. Puis surtout, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de témoignages qui se croisaient alors que les victimes ne se connaissaient pas entre elles. Ça veut dire que leur point commun, c'est leur agresseur. C'est ça. Et en fait, je leur demandais jamais. Il fallait que la question reste ouverte. Donc, je demandais juste, as-tu déjà été victime? As-tu déjà été témoin? Connais-tu quelqu'un qui a été victime ou témoin? Et lorsque quelqu'un souhaitait me raconter le témoignage, je lui disais, veux-tu ou pas me dire le nom? Et donc, c'est elles et eux qui donnaient spontanément le nom. Et donc, finalement, de manière spontanée, je voyais qu'il y avait quand même quelques médecins où il y avait plusieurs fois le nom, quoi. D'accord. Et est-ce qu'on sait si ces médecins, du coup, ont été convoqués? Est-ce que des plaintes ont été portées? Est-ce que même une convocation devant l'ordre des médecins a été faite? Non, on n'en est pas du tout à ce stade-là. Pas encore. Tout est très long, tout est très difficile parce que moi, j'ai recueilli les témoignages, mais le problème, c'est qu'après, il faut que les victimes aussi parlent à quelqu'un d'autre. Et c'est là où c'est le souci, parce qu'on se confie à moi, parce que j'ai la même hiérarchie que les victimes, donc c'est facile de se confier quand c'est moi. C'est beaucoup plus difficile quand c'est pas moi. Il y en a qui ont osé, qui l'ont fait. Il y en a d'autres qui ont pas osé. Voilà, dans ces cas-là, je les accompagne aussi. Et puis surtout, les choses, depuis que je suis, entre-temps, je suis devenue membre du syndicat des internes de Paris en tant que représentante du pôle violence et harcèlement. Je préside ou je représente ce pôle, si tu veux. Et au final, maintenant, j'essaie d'accompagner par le biais du syndicat. On l'accompagne effectivement. Et puis, lorsqu'on a beaucoup de paroles de victimes, on essaye de faire en sorte que ces victimes soient quand même entendues en maintenant leur anonymat. Ok. Est-ce que ce pôle existe dans tous les CHU de France, pour commencer? Alors, c'est un syndicat déjà. C'est un souci, c'est qu'en fait, normalement, dans chaque hôpital, il y a une cellule de violence au travail. Le problème, c'est que les internes et les externes, c'est très rare qu'ils l'utilisent parce que déjà, souvent, ils sont pas au courant que ça existe. On l'est beaucoup sur le plan universitaire, la fac, etc. Donc, on se rend pas compte que finalement, il y a des instances hospitalières qui peuvent aussi nous aider. Comment est-ce qu'on peut avoir accès, en fait, à des personnes comme toi? Comment est-ce que on peut venir déposer ce qui nous est arrivé quand on est interne, quand on est déjà... Parce qu'en fait, ce que moi, j'entends et je vois, c'est une double vulnérabilité. Une vulnérabilité de statut, puisque ce sont des supérieurs hiérarchiques qui harcèlent, et que les étudiants et les étudiantes, ils n'ont pas vraiment de, on va dire, entre guillemets, de pouvoir. Ils sont là pour apprendre. On est dans une relation de l'apprenant à l'appreneur. Donc forcément, il y a déjà le fait que ce soit un rapport de pouvoir. Et en plus de ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une grande clarté ou communication autour du fait que il existe une instance. Donc toi, tu dis, cette instance, on n'y a pas recours parce que on se sent peut-être trop faible. Et que finalement, toi, là où tu es maintenant, c'est un syndicat. Et forcément, un syndicat, c'est aussi connoté. Même à l'hôpital, j'ai envie de te demander. Non, ouais, c'est clairement connoté. En tant que syndiqué, médecin syndiqué, c'est connoté parfois lorsque on se dit peut-être qui est-ce que je suis, comment ça se fait que je sois syndiqué. Mais voilà, après, pour répondre à la question, quelles sont les ressources pour les internes, il faut en trouver. Moi, j'essaye à mon échelle d'aider. Donc là, je suis au syndicat des internes de Paris. Et puis là, je vais essayer de former d'autres syndicats en France, d'autres syndicats d'internes. Je sais pas, moi, par exemple, je sais pas, à Rennes ou à Reims, enfin bref, dans d'autres villes. Il y a le syndicat national des internes aussi. Je pense que ça doit partir d'abord du syndicat parce que on est des syndicats d'internes. Donc, on a la même hiérarchie que les internes et donc c'est rassurant. Et en fait, rien que ça, je pense que c'est déjà une aide considérable. Et je pense qu'après, c'est à nous de faire le lien entre victimes et instances hospitalières. Et en ce qui concerne l'universitaire, moi, je fais toujours en sorte de protéger les victimes vis-à-vis de ça quand elles ne le souhaitent pas, parce que l'universitaire, elles ont peur pour leur carrière. Et voilà, et je pense que on peut s'en sortir sans l'universitaire, et j'espère qu'un jour, les victimes n'auront plus peur de cette hiérarchie universitaire, mais pour le moment, c'est pas le cas, malheureusement. D'accord. Et donc toi, ce groupe WhatsApp avec ces internes, tu as maintenu ça de quand à quand? J'ai pas fait ça très longtemps. Non, en fait, tu sais, on a des groupes WhatsApp d'internes de chaque stage. Donc tous les 6 mois, on a un nouveau stage. Donc on crée un groupe WhatsApp. On est 8-10 sur le groupe WhatsApp, si tu veux. Et au final, ce qui se passe, c'est que moi, je suis allée dans mes anciens groupes WhatsApp. J'ai dit ce que je faisais. Alors bon, souvent les gens étaient pas très étonnés parce que j'ai toujours été assez militante dans ce sujet. Donc voilà, et en fait, c'était elles et eux qui revenaient vers moi en message privé en disant bah oui, moi aussi, ou bien moi je connais, je peux donner ton numéro, etc., etc. Et j'ai pas fait ça très longtemps. Enfin, je fais ça tout le temps, mais on va dire que le truc où j'étais très active, ça a été pendant un mois et demi. Mais après, je continue de le faire toujours. Et là, si tu veux, j'ai créé mon compte Instagram, donc je le fais maintenant au plan national à ma petite échelle. J'essaye un peu d'aider comme je peux, quoi. Est-ce que tu peux nous donner ton Insta? Ah ouais, c'est @serment sous pression. Serment sous pression. Justement, en parlant de ça et du serment d'Hippocrate, puisque ce serment d'Hippocrate dit quand même que quand on exerce la médecine, il faut savoir l'exercer sans pression, sans violence.
Et finalement, ce que tu nous dis là, c'est que la violence, elle est interne à la profession, en fait. C'est ça. C'est ça, la violence, elle est interne à la profession. Le problème du serment d'Hippocrate, c'est que je pense qu'il y en a qui l'ont oublié et qu'il ferait peut-être mieux de le relire. Parce que moi, je trouve ça juste scandaleux qu'on puisse dire qu'on va soigner l'indigent, l'indigente, qu'on aidera nos confrères et nos consoeurs. D'ailleurs, le serment d'Hippocrate est pas encore, on parle pas encore de consoeurs, hein, dans le serment d'Hippocrate à l'heure d'aujourd'hui en 2024, on parle juste de confrères. Mais voilà, je pense que rien que ça, c'est révélateur, en fait. Moi, quand je l'ai récité, je l'ai fait au masculin et féminin. Mais en fait, finalement, à l'oral, quand je le récitais, j'ai adapté au fur et à mesure, si tu veux. Ok, bravo. Écoute, c'est ça, parce qu'on nous dit finalement que la médecine se féminise beaucoup. D'ailleurs, si on regarde sur le site de l'adresse qui fait le portrait démographique des médecins en France, on apprend que, en effet, 52% des médecins de moins de 60 ans sont des femmes. Donc plus de la moitié des médecins qui ont moins de 60 ans sont des femmes. Et pourtant, le serment d'Hippocrate est encore au masculin. Et les agresseurs, donc ceux qui sont en position de force et d'être chefs de service, ou en tout cas d'être des supérieurs, tous les agresseurs sont des hommes. Ouais, c'est un souci. Et puis, je dirais même que moins de 60 ans, c'est 52%. Mais en fait, si c'est encore plus c'est jeune, plus les médecins sont jeunes, plus c'est féminisé. Et oui, c'est un scandale. Enfin, tu vois, pour revenir sur ce serment, il y a marqué, j'apporterai mon aide à mes confrères, ainsi qu'à leur famille dans l'adversité. Visiblement, face à l'adversité, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont assez courageux ou courageuses pour aider les victimes, qui sont médecins. Donc, c'est un vrai problème. Et moi, personnellement, je me bats pour que le serment d'Hippocrate soit au féminin également, mais c'est pas encore le cas. A priori, sauf erreur de ma part. C'est pas gagné. D'accord. Quel conseil tu pourrais donner à une jeune femme qui, justement, aimerait entamer des études de médecine? Parce que voilà, tout le monde a regardé au moins une saison ou un épisode, on va dire même, de la série Grey's Anatomy, qui est cette série de Shonda Rhimes où on suit la vie de jeunes internes à l'hôpital. Et donc, je pense que ça a inspiré quand même beaucoup de vocations. Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui? Et puis dans Grey's Anatomy, du coup, le rapport au supérieur hiérarchique, il est très glamour. Finalement, on tape amoureuse, on se marie, on fait des enfants. C'est pas grave si on est dans la transgression. Alors que bon, dans la vraie vie en France, c'est tu te fais violer dans ta chambre d'interne, quoi. Et tu te fais attoucher et tu te fais harceler. Ouais, en fait, c'est rare, le viol, mais ça arrive, il faut le dire. D'ailleurs, il y a le Conseil national de l'ordre des médecins qui a rendu une enquête juste au début novembre, où en fait, effectivement, sur l'ensemble des médecins qui ont répondu, il y avait 1% de médecins qui avaient été violés durant leur parcours. Voilà, c'est rare, mais ça arrive. 1%, ça reste quand même énorme quand on y réfléchit. Par rapport à Grey's Anatomy, personnellement, j'ai tout regardé. Donc oui, j'étais la première fan lorsque j'étais plus jeune. Je pense que j'ai fait médecine aussi grâce à ça. Et oui, il y a effectivement quelque chose de glamourisant, mais Grey's Anatomy, c'est pas la vraie vie, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, moi, mes supérieurs, souvent, ils sont en couple ou ils sont mariés avec d'autres médecins de l'hôpital, c'est assez fréquent. C'est un lieu de rencontre aussi, on va pas se mentir. Encore une fois, ceux qui me disent, on pourra plus jamais rencontrer quelqu'un à l'hôpital à cause de ce que tu fais, parce qu'on m'a quand même déjà sorti cette histoire. Encore une fois, j'ai envie de dire, c'est pas pareil, drague et harcèlement et drague. Et parfois, je me dis qu'il faut juste former un peu tout le monde à ça, parce que c'est complètement ridicule. Pour répondre à ta question, déjà, je pense que faut qu'elle le sache. Donc, en fait, il et elle, parce qu'il y a aussi quelques victimes qui sont des hommes, que ces étudiants et étudiantes-là le sachent. Et surtout qu'elles sachent qu'elles peuvent parler. Parce que les victimes, souvent, s'emmurent dans un silence. Parce qu'elles osent pas, parce que elles veulent pas faire de vagues, parce que, c'est pas grave, c'était pas si grave. Moi, j'ai déjà entendu, mon supérieur, en soirée, il m'a plaqué, alors que c'était en soirée, c'était pas en intra-hospitalier, donc c'est un peu différent, mais pour exemple, l'interne m'avait déjà dit, il m'a plaqué contre un mur, il a essayé de m'embrasser, mais il a rien fait. Donc c'est pas si grave. Bah si, c'est grave, évidemment que c'est très grave. Donc il faut en parler à sa famille, il faut le faire. C'est chiant, mais en tout cas à ses amis, des amis proches qui peuvent aider, il faut pas garder ça pour soi, et surtout, je dirais qu'il faut contacter son syndicat. Je veux dire, nous, on est là pour aider, en fait, en tant que syndicat. Et on maintient l'anonymat, on aide, c'est nous en fait qu'il faut venir contacter, et puis quand les personnes ont la force, à l'hôpital, ou quand ils ont confiance en universitaire, pourquoi pas. D'accord. Donc il faut qu'elles sachent, quoi, il faut qu'elles sachent. Et toi, de quoi tu aurais besoin aujourd'hui justement? J'ai envie de dire dans ton combat, quels sont les soutiens, les ressources, les besoins que tu as? Je dirais que déjà le syndicat c'est mon premier soutien, la présidente du syndicat des internes de Paris qui est Marine Letty est très soutenante, ça fait partie de ses combats aussi et de ses priorités, qui sont les violences sexuelles, sexistes et morales au travail chez les internes. Et voilà, en ce qui concerne les besoins, je dirais du temps, puisque ça prend du temps, mais que je suis toujours étudiante en médecine en parallèle. Mais voilà, il peut y avoir potentiellement des aménagements, mais je pense que c'est le temps qui manque.
Et surtout, moi, ce que j'aimerais bien à l'aboutissement, et je commence à le faire, c'est de former de plus en plus à l'abord des victimes. Parce que finalement, j'ai acquis vraiment beaucoup d'expérience dans l'abord des victimes, à force d'en parler, l'abord des victimes personnels et soignants, avec cette idée de hôpital hiérarchique, c'est très fermé, etc. Et donc là, tu vois, la semaine dernière, j'ai formé des assos de jeunes anesthésistes réanimateurs à propos de justement de l'abord des victimes. Et pour se rendre compte, en fait, à quel point c'est difficile. Enfin, je veux dire, c'est super difficile de parler, d'oser parler, rien qu'à une personne. Et comment à l'aborder pour qu'elle ose venir parler. Donc déjà, je fais ça parce que je pense que déjà, comme d'habitude, sans la parole qui se libère, on pourra pas avancer. On en est que à ce stade-là, si tu veux, en ce moment. Ouais, toi, tu dis déjà, on va libérer la parole parce que le sous-titre du podcast, c'est le podcast santé qui amplifie la voix des femmes. Donc déjà, on va libérer la parole. Et ensuite, j'imagine que quand même, c'est de pouvoir poser des préconisations, pouvoir poser des actes, parce que je le répète une fois de plus, finalement, les instances hospitalières, les gens qui sont là pour vous protéger au sein de cette institution, finalement, n'agissent pas. Elles n'agissent pas beaucoup parce qu'elles ne savent pas. Donc là, maintenant, on fait le lien. Alors, est-ce qu'elles savaient? Parfois, elles savent, je sais pas. Mais en tout cas, maintenant, avec à Paris, en tout cas, nous, avec la présidente et moi, la présidente du syndicat, on fait le lien entre syndicats et hôpitaux. On se rapproche de la PHP, notamment. On travaille activement avec la cellule violence au travail. Là-dessus, il y a des choses qui sont faites. Il y a des enquêtes qui ont été ouvertes à la suite de remontées, des remontées que j'ai faites moi-même, d'autres remontées qui viennent du syndicat une fois que je me suis mise au syndicat. Il y a des choses qui sont en train d'être faites, et c'est sûr que parler pour parler, ça sert à rien. Déjà, il faut savoir à qui s'adresser, et ensuite, il faut savoir s'il y a des sanctions ou pas derrière. Parce que déjà qu'on se met potentiellement en jeu notre carrière, ou à défaut, juste notre charge mentale et la quantité psychologique qu'on va finalement subir, en fait, il faut au moins quelque chose derrière, au moins une enquête et au moins une reconnaissance des faits. Et d'ailleurs, justement, ce combat, qu'est-ce qui t'a coûté à toi? On dit potentiellement d'avoir déjà changé de spécialité, mais ça, c'est pas tellement le combat qui t'a coûté ça, c'est plus le harcèlement qui t'a coûté ça. Mais toi, ce combat aujourd'hui que tu mènes, qu'est-ce qu'il te coûte? Qu'est-ce qu'il t'a coûté? Donc tu as fait ta thèse, donc ça veut dire que tu as validé quand même ton cursus universitaire de médecin. Donc félicitations. Est-ce que c'est quand même potentiellement toujours une zone de danger pour toi d'évoluer, de porter la voix des victimes et d'apprendre à d'autres étudiants, comme tu disais, l'abord, donc à aborder les victimes, à réussir à leur donner l'espace pour qu'elles puissent s'exprimer? Ouais, alors déjà, en fait, la thèse, on la passe en avant-dernière année de médecine. Donc là, je suis en dernière année maintenant. Mais effectivement, on a notre diplôme final que à la fin de la dernière année. Donc en soi, déjà, mon diplôme, je l'ai pas fait encore, mais malgré le fait que je continue, après, je pense qu'il y aura pas de souci. Évidemment que je pense qu'il y aura pas de souci et que je suis sûre qu'à 99,9%, il y aura pas de souci. Ça reste quand même stressant, ça reste quand même angoissant. La preuve, c'est que ma famille m'a dit de pas m'engager là-dedans. La preuve, c'est que d'autres internes m'ont dit de pas m'engager là-dedans. Voilà, quelque part, même si on me dit que mais non, ça va aller, évidemment, pourquoi on te refuserait ça? Ouais, pourquoi pas? En attendant, personne l'a fait avant que je commence à le faire, donc je pense qu'il y avait aussi une raison par rapport à ça. Et voilà, par rapport au fait, qu'est-ce que ça m'a coûté? Il y a forcément un impact psychologique à recevoir autant de témoignages, à avoir autant de violence, à avoir autant de harcèlement, à avoir autant de victimes qui souffrent, ou qui ont souffert, ou qui ont fait des burn-out, ou qui me disent qu'ils ont été en arrêt maladie. Forcément. Il y a forcément un impact psychologique sur ma personne, et ça serait mentir de oser dire le contraire, et je pense que ça aura impacté n'importe qui. Maintenant, voilà, je pense que c'est la plus grosse chose qui me soit arrivée. Les petites choses drôles, c'est que parfois, on se demande un peu qu'est-ce que je suis, est-ce que je vais tout interdire dans la vie, n'importe quelle blague, n'importe quel machin, parce que les gens, parfois, ne se rendent pas compte. Je pense qu'il y a aussi peut-être que on m'a fait passer pour quelqu'un de, je sais pas, vindicatif ou quoi que ce soit, alors que c'est pas du tout le cas. Je pense juste que j'ai gêné certaines personnes et je pense qu'ils se sont pas rendus compte du pouvoir quelque part que j'ai eu à un moment, et maintenant avec le syndicat, on a un pouvoir qui est vraiment aussi certain et assis. Et en fait, ces personnes-là se sont senties, ce qui est assez drôle, c'est que ces personnes-là se sont senties elles-mêmes agressées. Et c'est ça qui est drôle, et c'est ça qui est génial. Parce qu'en fait, moi, lorsqu'on me dit « tu as été véhémente, tu as été agressive », je dis « mais pardon, mais moi, j'ai jamais harcelé, agressé ou violé quelqu'un, personnellement. » Donc, c'est incroyable. Et c'est finalement, moi, souvent, ce que je dis, c'est que je suis le reflet de la violence subie par les internes. Et en fait, c'est tout. Absolument, absolument. Cette chose-là où on parle de la violence de l'autre quand on est soi-même agresseur, harceleur et potentiellement aussi violeur, c'est ouais, parce qu'on voit le monde tel qu'on se voit soi, tel qu'on se perçoit soi aussi, en fait, tout simplement. Donc ça ne m'étonne pas qu'on te reproche ça.
Et d'autant plus que tu es une femme. C'est-à-dire que si tu étais un homme qui décidait de prendre en main les violences sexuelles et sexistes et le harcèlement, mais tu serais un héros. Si tu es une femme, c'est que vraiment tu veux du mal, quoi, et tu veux tout empêcher, et on veut empêcher. Et donc voilà, le harcèlement, ça a jamais été une blague et c'est pas des blagues. Et la pression sexuelle et sexiste sur les gens, c'est pas des blagues. Et une blague, ça doit faire rire. Une blague, ça doit pas créer des victimes, en fait. Ouais, je pense que la blague, pareil, c'est un échange. Et je pense qu'au-delà du fait que je sois une femme, je pense qu'il y a aussi le côté de la jeunesse. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis venue avec du haut de mes 27 ans à l'époque, où j'étais un peu la mi-fin de mon internat. En fait, je suis venue avec mes gros sabots en disant mais c'est n'importe quoi ce que vous faites à des personnes qui ont parfois le double de mon âge. Donc je peux comprendre qu'aussi sur le moment ça a été un peu un électrochoc. Mais encore une fois, enfin faut savoir que ça je tiens à le dire et je tiens à ce que ce soit dans ce podcast parce que je trouve ça important. Il y a des supérieurs qui encouragent, il y a des supérieurs qui m'ont aidé et en fait sans ça je pense que j'aurais même laissé tomber. C'est-à-dire qu'en fait moi j'ai des supérieurs qui ont été archi aidants, des hommes et des femmes qui m'ont dit mais c'est super, merci de nous avoir éclairés pour notamment les hommes qui parfois n'ont jamais subi ça. Les femmes qui soutiennent et qui disent bah ouais moi j'ai jamais osé mais je le fais. Et moi j'ai même des professeurs universitaires aussi qui sont soutenants et qui disent que c'est important. Il y en a un qui m'avait dit à un congrès que c'était super que je sois anesthésiste réanimatrice et que je représentais quelque chose de sympa dans la spécialité. Et voilà, donc je pense que ça c'est important. Et puis surtout moi je pense que surtout il faut pas oublier les victimes hommes. Et ça je tiens à en parler aussi quelques secondes. Mais les victimes hommes on n'en parle pas assez, il y a pas de chiffres. Et je pense que c'est des personnes qui ont encore moins la parole que les autres. Et pourtant il y a des internes harcelés moralement, harcelés sexuellement et agressés sexuellement aussi. Il y en a. Par d'autres hommes, puisqu'on a dit que 100% pour l'instant des agresseurs étaient des hommes. Quand c'est sexuel, c'est des hommes. Et quand c'est moral, c'est des femmes et des hommes. Ok, quand c'est sexuel, ce sont des hommes, et quand c'est moral, c'est des hommes et des femmes. D'accord. C'est dur la vie de médecin, de futur médecin quand même. Sur son lieu de travail, on n'a pas la paix, que ce soit être face à la maladie et la mort des patients qui sont là, ou que ce soit de devoir éviter, être dans l'évitement de personnes qui sont là pour vous former. C'est d'une violence psychologique et morale, et puis c'est un manquement éthique qui est quand même d'une ampleur extraordinaire. Est-ce que tu penses que tout ça aussi, ça explique les difficultés, justement, à avoir des médecins en France? Non, je pense pas, parce qu'on suit et on accepte et on fait quand même notre métier. Donc je pense pas. Je pense qu'effectivement, il y a quelques médecins forcément qui ont dû arrêter. Mais honnêtement, Conseil de l'Ordre dit qu'il y a un médecin sur deux qui a été victime de VSS, de violences sexuelles et sexistes au cours de son cursus. Un médecin, et surtout une médecin sur deux, on va pas se mentir, c'est quand même largement des femmes. Dans, je sais pas combien de pourcents, mais je pense dans 95% des cas, c'est des femmes. Voilà. Une personne sur deux. Dieu merci. On a encore assez de médecins en France, même s'il y a une grosse pénurie. Mais si tous les médecins et toutes les médecins, surtout victimes de VSS, avaient arrêté, on serait très très embêtés actuellement. Donc 1 sur 2, c'est dit par le Conseil de l'Ordre des médecins, donc c'est su, mais c'est le statu quo. C'est su depuis quelques mois là. L'enquête a été rendue début novembre. L'enquête a été faite à la suite du MeToo Hôpital, dans lequel j'ai été assez active médiatiquement, ce qui m'a donné un peu plus de pouvoir et m'a permis d'avoir plein de témoignages. D'ailleurs, je crois que c'est grâce à ça que tu m'as contacté. Mais oui, c'est su. Mais en fait, tout le monde le sait. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots le MeToo Hôpital, comment ça a commencé, quand est-ce que c'était, est-ce que ça a mis en avant? Le MeToo Hôpital a commencé en avril 2024 parce qu'une professeure universitaire qui est infectiologue à Paris a dénoncé un autre médecin à Paris. À partir de là, en fait, le MeToo Hôpital a été créé et tout d'un coup, les médias ont cherché des victimes médecins. Ça a fait le buzz médiatique. Alors, je pense qu'il y a eu une énorme part de buzz parce que c'est super, c'est intéressant, ça va faire du clic. Mais quelque part, nous, on s'est, en tout cas, moi et nous, on s'est engouffrés dans la brèche parce qu'effectivement, au début, ça fait du clic, mais ensuite, ça fait des actions concrètes quand beaucoup de gens sont au courant. J'ai hésité à être présente dans les médias parce que j'ai eu peur, encore une fois, ça m'exposait encore plus, alors que j'étais étudiante, j'avais toujours pas fini, quasiment fini, mais toujours pas fini mes études. Je l'ai fait, je regrette pas. Quelques autres personnes l'ont fait aussi, surtout en anonyme. Quelque part, on est peu de victimes à avoir osé parler en direct, à la télé, en non anonyme. Mais je pense que c'était hyper important de le faire. Et en fait, finalement, le MeToo Hôpital s'est prolongé pendant, je pense, 2 mois. Et c'est ça qui a abouti à ce que les choses bougent. Mais c'est incroyable d'avoir eu besoin de ce MeToo Hôpital comme c'est incroyable d'avoir eu besoin des autres MeToo, on va pas se mentir, parce que peu importe, tout le monde le sait. Tout le monde le sait qu'il y a de la violence. Enfin, tu demandes à un étudiant ou une étudiante en médecine à la faculté actuellement, il ou elle te dira forcément qu'il a vu ou qu'il a été témoin ou qu'il sait que quelqu'un, quoi que ce soit. Enfin, en fait, tout le monde le sait. Les personnes qui ne le savent pas sont des personnes qui ferment les yeux. C'est connu, c'est su. C'est très bien que le Conseil de l'Ordre s'empare du sujet maintenant,
Mais maintenant que l'enquête a été réalisée, une nouvelle enquête, parce que je tiens quand même à le dire, il y a quand même l'association Donner des ailes à la santé qui réalise des enquêtes déjà chaque année et qui est une association formidable pour l'égalité, notamment hommes-femmes dans les hôpitaux. En fait, il faut des sanctions. Les enquêtes, ça suffit plus. Maintenant, il faut passer à l'étape d'après. C'est un pas, mais là, il faut se mettre à courir, avancer et sanctionner, en fait. Ouais, maintenant, donc, on sait. Et donc, maintenant, il est temps de sanctionner. Ouais. C'est ça. Ouais. Je laisse un peu tout ça, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Et d'ailleurs, ce sera peut-être ma dernière question, parce que tout ça, c'est, voilà, moi je suis là, je discute avec toi et je ressens déjà le poids de ça et je vois, moi, voilà, ce que ça me fait intérieurement et du coup, je me demande, Audrey, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? Qu'est-ce que je fais pour prendre soin de moi? Qu'est-ce que je fais? J'ai un cadre social qui est en or et donc je profite. Et donc mes amis médecins et hors médecins sont des amis incroyables et que je salue parce qu'à chaque fois que j'ai un souci ou à chaque fois que j'en ai marre d'entendre ce genre de choses ou que j'ai peur par rapport à ce que j'ai dit à la télé et que je me dis mince, j'ai dit un mot de trop, qu'est-ce qui va m'arriver? Bah, ils et elles sont toujours là. Là, tu vois, je suis en stage sur l'île de la Réunion parce que j'ai eu besoin de faire une pause aussi de Paris. J'adore Paris, mais quelque part, ça me met à distance aussi de tout ce qui se passe, même si je continue ardemment mon combat parce que je ne peux pas arrêter et je ne veux pas arrêter. Voilà, je pense que c'est les principales choses que je fais et je pense que ce que je devrais faire, c'est apprendre à couper encore plus. Mais je pense que je suis tellement dedans que j'ai du mal vraiment à couper et j'ai vraiment envie que les choses aboutissent, en fait. Audrey, merci. Merci pour ton témoignage, merci pour ton courage, merci pour la lumière que tu mets sur ces violences sexuelles et sexistes, sur ce harcèlement subi par nos futurs médecins, des personnes encore en études, des personnes qui elles aussi sont dans une situation aussi de fragilité. Et vraiment, bravo. Je pense que, sincèrement, c'est avec ce genre d'initiative qu'on rendra certainement la médecine et la pratique de la médecine beaucoup plus saine. Et j'ai envie de dire, quand on voit comment est-ce que des médecins peuvent déjà se traiter entre eux, que finalement, les violences faites aux patientes et aux patients, d'un coup, elles paraissent, alors j'avais envie de dire beaucoup moins choquantes. Non, elles sont toujours aussi choquantes. Mais en tout cas, elles paraissent beaucoup plus normales quelque part, quoi. Hein. Si déjà avec les personnes qu'on est censé former et qu'on a sous son aile et sa protection, on les déshumanise, parce que c'est ça le harcèlement et les violences sexuelles et sexistes, c'est déshumaniser des êtres. Et donc je me dis que effectivement la transition vers les gens qu'on est censé prendre en soin, elle est pas loin, quoi. C'est ça. Le problème, c'est que mal s'occuper des jeunes médecins, c'est entraîne potentiellement le fait de mal s'occuper des patients et des patientes, voire parfois d'être maltraitant et maltraitante envers des patients et des patientes. Et ça, c'est un véritable enjeu de santé publique, donc tout le monde est concerné. Merci Audrey, et profite bien de l'île de la Réunion et tiens-nous au courant lorsque tu diplômes qu'on fête avec toi. Ça marche, pas de souci, merci à toi. Salut. Salut.